Bienvenue sur Question Directe. Permettez-nous de vous souhaiter une bonne heureuse année 2014, une année de paix, de prospérité et surtout de santé. De le souhaiter ici à notre invité, Maître Mamad Nagui, avocat à la Cour. Maître Mamad Nagui, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, on parle de médiation pénale. Beaucoup de Sénégalais se demandent, c'est quoi la médiation pénale? Merci. Permettez-moi, Hassan, d'abord, pour commencer, avant de commencer, de vous remercier pour l'invitation et de vous remercier pour les vœux que vous avez aimablement formulés à mon rencontre. Il y a eu beaucoup de débats sur la médiation pénale entre des juristes. Dans la mesure où aujourd'hui le débat est arrivé à un point où toute une politique relative à la traque des biens mal acquis risque d'être mise en question, les citoyens ont le droit de savoir. Quand le débat s'est posé entre les juristes, c'était par rapport à l'article 32, tel qu'il est formulé dans le code pénal. Certains, comme moi, disaient que la médiation pénale ne peut pas s'appliquer à la loi sur l'enrichissement illicite. D'autres soutenaient le contraire. Pour trancher le débat, moi, je suis allé faire des recherches. Je suis allé voir l'exposé des motifs, parce que quand des juristes divergent sur l'interprétation d'un texte, il faut aller à l'exposé des motifs pour voir l'esprit du texte, pour voir pour quelles raisons le texte a été édicté. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur le contenu de ce texte, je vais vous inviter à suivre avec moi. Ça, c'est l'exposé des motifs de la loi numéro 99-88 du 3 septembre 1999. Qui donne une définition de la médiation pénale. Je pense qu'il faut bien aller à la source pour qu'il y ait évité toute interprétation. Le présent projet de loi a pour objectif de doter le Sénégal d'un instrument moderne de régulation des conflits, la médiation pénale. Et voilà la définition. La médiation pénale permet à l'autorité chargée des poursuites et au juge répressif de disposer d'un instrument adéquat pour signifier aux délinquants sa faute pénale par le rappel de la loi et de permettre à la victime d'obtenir une réparation satisfaisante de son préjudice sans recours à un procès. Voilà la définition. Maintenant, la question qui se posait, c'est de savoir est-ce qu'on peut appliquer la médiation pénale à la loi sur l'enrichissement illicite ou pas. Là, si on va au troisième paragraphe, voilà ce que dit l'exposé des motifs. La médiation pénale constitue une réponse appropriée à la demande de la victime, de même qu'elle peut permettre, tout en répondant à la nécessaire répression des fautes commises, d'apporter une réponse adaptée, et là c'est très important, à des faits de petite et moyenne délinquance, se rapportant à la vie quotidienne. Des faits de petite et moyenne délinquance. Ces faits qui constituent un grand nombre d'affaires par les juridictions entraînent souvent la surpopulation des centres de détention, avec des conséquences néfastes pour la société, en particulier pour sa jeunesse. L'exposé des motifs ajoute: la médiation pénale permet ainsi de ne pas laisser sans réponse des actes de délinquance de moindre importance. Donc, faits de petite et moyenne délinquance rapportant à la vie quotidienne, actes de délinquance de moindre importance, je ne pense pas qu'il soit juste de considérer que l'enrichissement illicite constitue un fait de petite et de moyenne délinquance. Voilà le débat. En termes clairs, l'enrichissement illicite, dans le cadre de l'enrichissement illicite, il ne peut y avoir de médiation pénale. Mais ce n'est pas possible, c'est le texte qui le dit. Le texte est clair. L'esprit du texte était d'éviter l'engorgement des prisons en instituant un système qui évite d'amener devant les juridictions des petits délits et d'envoyer en prison des personnes pour des délits sans importance. Dans le cas de Taïbou Ndiaye, dans un premier temps, il y avait ici une médiation pénale. J'ai toujours dit, c'est un détournement de la loi. Si on applique la médiation pénale à l'enrichissement illicite, ce serait un détournement de la loi. La loi est très claire. L'exposé des motifs ne peut pas se discuter. Pourquoi on ne peut pas assimiler l'enrichissement illicite à de la délinquance de moyenne importance? Déjà, c'est inconcevable. Mais il y a quelque chose qui conforte ça. On a institué l'enrichissement illicite, et si vous voulez, on peut lire, si vous voulez, l'exposé des motifs de la loi sur l'enrichissement illicite, parce qu'on estimait que la loi sur le détournement de deniers publics ne permettait pas de poursuivre efficacement les actes de corruption, et qu'il fallait mettre en place un texte dans le sens d'un durcissement de la loi.
Ce qui veut dire qu'en termes même d'échelle, on considère que l'enrichissement illicite est à la limite même plus sévère. Comme une grande délinquance. Voilà, c'est de la grande délinquance. Ben, attendez, c'est de la grande délinquance. Donc on ne peut pas appliquer, on ne peut pas. Si maintenant, c'est ce que je dis, si les autorités veulent faire appliquer la médiation pénale à l'enrichissement illicite, le chemin est tout indiqué. Il faut aller à l'Assemblée nationale, faire modifier une des lois. Donc le gouvernement, si le gouvernement le souhaite, n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et j'ajouterai une chose. J'ai lu la dernière fois le gouvernement dire par la voix de son porte-parole que la médiation pénale existe dans le dispositif pénal sénégalais. Mais ce n'est pas ça le débat. Personne ne discute de ça. Mais le problème, c'est que ça ne s'applique pas à l'enrichissement illicite. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire la question n'est pas de savoir si la médiation pénale existe dans notre arsenal juridique. Ce n'est pas le débat. La question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que la médiation pénale peut s'appliquer à l'enrichissement illicite? Et la réponse se trouve de manière claire dans l'exposé des motifs de la loi qui institue la médiation pénale. Même dans le cadre de la médiation pénale, du point de vue même de la petite délinquance, il est dit dans le code de procédure pénale que la médiation peut se faire avant que le dossier ne soit transmis au juge. Bien entendu. On dit même que c'est le procureur. Si vous regardez l'article 32, on dit que c'est le procureur qui mène la médiation pénale. Donc c'est avant la saisine du juge d'instruction. Et c'est pour éviter qu'il y ait un procès. S'il y a médiation pénale, il n'y a pas de procès. Et en plus, il y a quelque chose de choquant. Comment peut-on concevoir pour des faits aussi graves qu'on veuille utiliser la médiation pénale? C'est non seulement un détournement de la loi, mais c'est absolument inadmissible. Parce que, encore une fois, sur l'enrichissement illicite, il ne s'agit pas simplement de recouvrer les fonds. C'est une dimension, mais ce n'est pas la seule dimension. Nous avons affaire à des bandits de grand chemin qui ont pillé l'économie de notre pays, qui se sont accaparés des ressources publiques au détriment des populations, qui sont ainsi privés de services publics dont ils auraient pu bénéficier. Comment peut-on concevoir avoir de la mansuétude pour ces gens-là? Je ne comprends pas la mansuétude exprimée par certaines personnes pour ces gens-là. Ils ne méritent aucune mansuétude. Leur activité est assimilable à des activités criminelles. Donc c'est totalement inconcevable qu'on puisse simplement dire que la personne, vous rendez l'argent et c'est terminé. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement semble être aujourd'hui dans une sorte d'impasse dans ce dossier concernant l'enrichissement illicite qu'ils ont recours peut-être à cet artifice? Si le gouvernement est dans une impasse politique, ils n'ont qu'à trouver des solutions politiques. La loi pénale n'est pas là pour servir à régler des impasses politiques. Que chacun prenne ses responsabilités. Si aujourd'hui on en est là, dans la traque des biens mal acquis, le gouvernement a une grosse responsabilité. Parce que le gouvernement n'a pas géré ce dossier de manière efficiente. Pourquoi? Parce que, très simplement, je vais vous raconter une anecdote que je ne l'ai jamais racontée. Le soir de la victoire de Macky Sall, au Radisson, j'y étais. Pendant qu'on était dans la salle avec le président Macky Sall, j'ai appelé dans un coin M. Mohamed John. Il m'entend, il peut être témoin. En disant, Mohamed, je sais que tu es un proche du président. Cette question du recouvrement des biens mal acquis est une question fondamentale, très sensible, et il faut avoir une stratégie très efficace. Je te prie de sensibiliser le président de la République sur l'urgence à faire en sorte que toutes les personnes susceptibles d'être concernées ne puissent pas quitter le territoire national et partir comme bon leur semble, aller et venir. Il y avait des mesures d'urgence à prendre en respectant le droit. Ça, c'était une chose. Je ne sais pas s'il l'a dit, s'il ne l'a pas dit. Mais le gouvernement il a eu du retard à l'allumage. Pendant plusieurs mois, les gens concernés sont partis, revenus, ils sont partis partout dans le monde. Vous savez très bien que faire disparaître des fonds, ou faire disparaître des biens dans le monde, il suffit d'un déplacement ou de 2 déplacements. Donc ce gouvernement a tardé à l'allumage. Deuxièmement, du point de vue de la stratégie, on n'a pas eu une bonne stratégie mise en place. Ça a été géré à la petite semaine. C'est du pilotage à vue. Il n'y a pas eu un bon pilotage stratégique. Il y a eu du tâtonnement et quelquefois même de l'amateurisme. Il suffit de voir un peu le cas de Tahibou Mbaye. C'est le gouvernement qui est responsable aujourd'hui des difficultés qu'on rencontre. Mais ce n'est pas une raison pour essayer de trouver des raccourcis en procédant à un détournement de la loi. Mais est-ce qu'il y a aussi une possibilité de médiation pénale quand il y a un jugement? Et ça, certains juristes disent que ça ne peut porter que sur les intérêts civils. Moi, si on parle de médiation pénale de manière générale, c'est possible. Mais moi, je veux recentrer le débat. Moi, ma discussion, c'est pas sur
Ce n'est pas une discussion théorique sur comment on applique, etc. C'est une question de principe. Le débat, on l'a soulevé parce qu'on estime qu'on peut l'appliquer à l'enrichissement illicite. Donc le débat, c'est est-ce que ça peut s'appliquer ou non? Et l'exposé des motifs répond clairement non à cette question. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de dossier? Dans ce genre de dossier, il faut poursuivre avec obstination, rigueur et constance la procédure. Et prendre le temps qu'il faut. Pourquoi? Je suis étonné. La dernière fois, j'ai entendu une organisation de droits de l'homme dire que M. Wade est en prison depuis 10 mois ou 11 mois, je ne sais plus. On ne nous montre pas les preuves. Si on ne peut pas montrer les preuves, il faut le libérer. Mais quel est ce type de raisonnement? C'est un raisonnement totalement irrecevable. Il y a des dossiers de droit commun qui durent plus de 2 ans au niveau de l'instruction. Donc pourquoi s'affoler parce qu'après 10-12 mois, il y a des personnes concernées et les dossiers ne sont pas bouclés? Mais est-ce que ce n'est pas dû quelque part à la communication que le gouvernement a eu à faire par rapport à l'enrichissement illicite, où il y a aujourd'hui une nécessité pour les populations d'avoir accès à l'information, et aussi les procureurs qui sont aujourd'hui ferrés par le secret de l'instruction? Dès le début, il y a eu un peu une politique spectacle. On a fait une conférence de presse, donné des noms, appâté un peu l'opinion publique. Voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la procédure, le gouvernement est un peu en difficulté parce qu'on a voulu donner des gages à l'opinion publique que ça allait être vite fait. On a donné des montants colossaux sur ce qu'il fallait recouvrer. La démarche n'était pas bonne. Il fallait simplement mettre en œuvre les procédures, les poursuivre avec obstination, en disant clairement aux populations que ce sont des procédures et qu'il y a un temps judiciaire qui n'est pas le temps ordinaire. La justice doit prendre son temps, comme la justice le fait déjà pour le droit commun. Pourquoi il en serait autrement pour la loi sur l'enrichissement illicite? Au contraire, puisque c'est des cas encore plus complexes, on devrait concevoir que ça prenne plus de temps. Donc, effectivement, il faut gérer le droit à l'information, mais en fonction des informations disponibles et en respectant le secret de l'instruction. Parce que les populations demandent à avoir accès à l'information, ils veulent savoir ce qui se passe dans les dossiers. Puisqu'on leur a dit, voilà, il y a autant de sommes d'argent qui sont dans les dossiers. Elles n'ont pas cette information, elles réclament une information. La justice, elle est ligotée par rapport aux procédures. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui entre le droit à l'information et les procureurs qui sont là, qui représentent la société, qui sont aussi, eux, ferrés quelque part par le secret de l'instruction? Parce que s'ils le disent, ils violent le secret de l'instruction. Il y a d'abord eu au départ une erreur de communication parce qu'on a donné des informations très spectaculaires aux populations qui sont aujourd'hui, effectivement, veulent savoir. On doit respecter la procédure. On peut donner certaines informations. Par exemple, rien n'empêche le procureur de la République de dire nous avons déclenché des poursuites contre telle personne, telle personne, telle personne. Voilà ce que l'on leur reproche. On a saisi les cabinets d'instruction. Mais une fois que l'instruction a commencé, il faut respecter le secret de l'instruction. Oui, parce que les avocats, par exemple, dénoncent le fait qu'aujourd'hui, que le procureur puisse faire une conférence de presse, donner des sommes, en disant, même des explications, en disant, par exemple, les 47 milliards qu'on lui reproche, si on devait les donner à quelqu'un qui vit 100 ans, cette personne aurait pu dépenser 1 300 000 francs CFA par jour. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je ne vais pas arbitrer ça parce que c'est un procès en cours. Je ne veux pas trop me prononcer dessus. Mais je pense que quel que soit l'intérêt des populations pour l'information, il faut respecter le secret de l'instruction. Maintenant, je ne fais pas la fine bouche puisque vous évoquez le cas de Mme Diong. Ce montant hallucinant montre à quel point il faut être extrêmement rigoureux avec la traque des biens mal acquis. Parce que si cette dame qui était à la périphérie du système a pu thésauriser ce montant colossal, qu'en est-il de ceux qui sont à l'épicentre du système? C'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui jouer avec les intérêts du peuple. 47 milliards représentent combien d'hôpitaux? Depuis combien de temps la maternité de l'hôpital Le Dantec est fermée pour des raisons de manque de ressources budgétaires? Combien d'enfants font à l'école sous des abris provisoires? Combien d'écoles auront pu faire avec 47 milliards? Et 47 milliards, ça ne concerne qu'une seule personne, à la périphérie du système. Ça montre l'ampleur du désastre pour le pays.
C'est pour ça que quand j'entends certains dire « Oui, la loi sur l'enrichissement illicite est une violation des droits de l'homme, ça ne respecte pas les procédures », je trouve que c'est trop facile. Mais le gros problème, c'est de retrouver ces sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a des paradis fiscaux, où il y a des banques, on ne semble pas être outillés. Notre justice ne semble pas être outillée pour faire justement le travail qu'elle doit faire. Mais monsieur Diop, il faut travailler avec obstination. On a vu des États mettre 10 ans à récupérer des fonds. Pourquoi votons-nous, Sénégalais, récupérer ça en 1 an ou en 2 ans? Si ça demande 10 ans, prenons 10 ans. Ce n'est pas une raison pour marchander au détriment des intérêts du peuple. Et si on marchande, ça veut dire que les personnes gardent un peu d'argent avec eux. Et puis les instruments existent, parce que le Sénégal est signataire de 2 conventions qui sont très importantes, mais notamment la Convention des Nations Unies sur la corruption qui a été signée à Mérida. Mais cette convention comporte beaucoup d'instruments permettant à notre État de poursuivre la traque des biens mal acquis à l'étranger. Cette convention comporte plusieurs aspects en termes de coopération internationale. Entraide judiciaire, coopération entre les services de détection et de répression, enquête conjointe, dispositions concernant la restitution des avoirs, prévention et détection des transferts de produits du crime, mesures pour le recouvrement direct des biens, mécanisme de recouvrement des biens par la coopération internationale aux fins de confiscation, coopération internationale aux fins de confiscation. On ne nous fait pas la preuve qu'on a utilisé tous les instruments. Utilisons tous les instruments disponibles sur le plan international. Cette convention des Nations Unies contre la corruption est une convention qui est complète, qui comporte toutes les dispositions permettant à un État parti de poursuivre une traque de biens mal acquis contre ses ressortissants à l'étranger. Est-ce que les États qui signent cette convention-là, qui peuvent être aussi des paradis fiscaux, peuvent accepter d'appliquer la convention? Mais de toute façon, il faut essayer. Si un État signe la convention, ne la respecte pas, il y a des moyens de contestation devant le système des Nations Unies. Mais utilisons toutes les ressources disponibles. Utilisons toutes les ressources disponibles. De toute façon, ça ne peut pas être un prétexte pour marchander avec des bandits de grand chemin qui sont assimilables à des criminels. Oui, mais le problème aussi, ceux qui sont dans l'opposition aussi, qui sont traqués, disent que oui, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas pris. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient avec nous dans l'opposition quand on était dans l'opposition. Certains d'entre eux aussi peuvent avoir pris de l'argent. Il faut en faire une affaire purement judiciaire. Toutes les personnes concernées doivent être poursuivies, quelle que soit leur situation, qu'ils soient dans l'opposition ou dans le pouvoir actuel. Mais le pouvoir qui est là aujourd'hui, va-t-il scier la branche sur laquelle il est assis? Mais de toute façon, c'était une exigence des populations. Si le 25 mars a eu lieu, c'est parce que les populations en avaient assez de la corruption, en avaient accès des pratiques prédatrices, en avaient assez de la prévarication. Donc aujourd'hui, c'est les populations qui exigent qu'on poursuive toutes les personnes qui sont susceptibles d'être concernées. Il ne doit pas y avoir de lignes rouges, à l'exception des immunités. Et bien, quand on a pris ce dossier des biens mal acquis, l'opposition aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, a dit mais il faut remonter jusqu'à Senghor. Non, non, ça c'est un argument qui n'est pas sérieux. C'est un argument qui n'est pas sérieux. On sait très bien que ça c'est impossible. Travailler pour remonter jusqu'à Senghor, ce n'est même pas sérieux, ce n'est pas un bon argument. Nous savons très bien que la période cruciale pendant laquelle les activités de prévarication atteignent les sommets, c'est la période la plus de 2000, à partir de 2000. On a eu une aggravation de cette situation qui est spectaculaire. Donc, sur la base des règles, parce qu'on a quand même des règles de prescription. Sous réserve des règles de prescription, il faut poursuivre toutes les personnes concernées. Toutes les personnes concernées, il ne doit pas y avoir de limite. Il ne doit pas y avoir de limite. Et puis moi je suis inquiet dessus parce que... Pourquoi? J'ai vu, juste après le 25 mars, j'ai eu la liste des personnes qui devaient faire l'objet des poursuites. 25? Je n'ai pas le chiffre exact. Mais entre-temps, il y a beaucoup de noms qui ont disparu de cette liste. Pour des raisons que je ne sais pas. Est-ce que justement ces personnes qui ont disparu de la liste n'ont pas négocié une forme de médiation pénale qui dépasse? Ce serait intolérable. De toute façon, les personnes qui ont engagé leur responsabilité pour régler les dossiers de cette façon, un jour viendra, ils devront peut-être répondre devant la justice. Certaines personnes se posent des questions. Pourquoi seulement Karim Wade? Pourquoi seulement Tahibou Ndiaye? Où sont les autres personnes qui sont... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça montre aujourd'hui que déjà la CREI n'est pas efficace.
Parce qu'au bout de 12 mois, au bout de 10 ou 12 mois, s'il n'y a que 2 personnes qui sont en détention sur la base des poursuites, c'est qu'il y a un problème d'efficacité. Il faut aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de diagnostiquer la CREI, de voir pourquoi la CREI n'est pas plus efficace. Justement, ce n'est pas parce que les magistrats qui sont au sein de la CREI ne sont pas spécialisés dans les enquêtes financières, dans les enquêtes très pointues par rapport aux banques, qui n'arrivent pas à démêler les chapeaux. Mais il faut diagnostiquer, c'est possible. Mais il faut faire le diagnostic pour voir pourquoi et apporter les correctifs en conséquence. Parce qu'effectivement, il ne faut pas rester là et constater que la CREI n'est pas efficace dans ses poursuites. Parce qu'aujourd'hui, c'est avéré. Vu le nombre de personnes susceptibles d'être concernées, parce qu'il y a les personnes qui sont très nombreuses. En l'état, on n'en a que 2. Il y a un problème d'efficacité. Mais si la CREI est inefficace, alors que ces personnes sont déjà en prison, elles ont droit aussi à une défense. Mais elles sont actuellement défendues. Elles sont actuellement défendues. La procédure est en cours. Mais il est inacceptable de dire qu'il faut les libérer sous prétexte qu'on ne montre pas les preuves. Et puis il faut savoir ce qu'on veut. Les preuves, on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut respecter le secret de l'instruction et de l'autre côté dire qu'il faut produire les preuves, montrer les preuves aux populations. On ne met pas des preuves dans la rue. Parce qu'il y a un gros problème par rapport à ce dossier bien précis, parce que certains disent que la CREI aujourd'hui, sur les juridictions spéciales, il n'y a pas possibilité de ceux qui sont poursuivis aujourd'hui de faire appel, de se faire défendre, parce que les avocats de M. Karim Wade et d'autres ont saisi des juridictions, mais qui se disent tout le temps incompétentes par rapport à cela. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de respect des droits de ceux aussi qui sont en prison? C'est une discussion qui est tout à fait concevable. Dans certaines situations, je prendrai un exemple. Prenez l'exemple du 11 septembre. Quand il y a eu le 11 septembre, le gouvernement américain a pris des mesures de restriction de certaines libertés pour des raisons de sécurité nationale. Personne n'a discuté. C'est concevable. Parce que c'est des exigences de l'heure, raisons de sécurité nationale, restriction de certaines libertés. Dans le pays qui respecte, le pays de liberté par excellence. Nous faisons face à une situation qui est peut-être même plus grave. Parce qu'aujourd'hui, c'est le devenir, c'est le développement de notre pays qui est menacé par des activités prédatrices de très grande échelle. C'est aussi une question de sécurité nationale, une question d'enjeu de développement national, une question de satisfaction des services publics au profit des populations. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des populations qui partagent l'eau avec des animaux. Est-ce que c'est acceptable? On a des populations qui n'acceptent pas l'eau potable. Pendant ce temps, des Sénégalais comme nous, des citoyens, s'accaparent des milliards, des centaines de milliards. Si on fait une extrapolation par rapport aux milliards qui ont été retrouvés avec Mme Diong, aujourd'hui ça se joue à des milliers de milliards si on fait une extrapolation. Vous voyez ce qu'on peut faire avec des milliers de milliards? Donc c'est une question de sécurité nationale. Aujourd'hui, les centaines de milliers de jeunes qui sont au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais ça menace sa stabilité nationale. Donc c'est normal qu'on prenne des mesures qui restreignent qui peuvent restreindre certains droits pour cet enjeu-là. Mais est-ce que pour autant elles n'ont pas droit à la défense? Si elles ont, mais là, le droit à la défense n'est pas discuté. Par contre, là où effectivement on peut poser un débat qui est tout à fait acceptable, c'est le droit au double degré de juridiction. Ça, je le conçois parfaitement. Mais qu'aujourd'hui, qu'on restreigne, qu'on renverse, comme on dit, la charge de la preuve, parce que tout le monde l'admet, et il y a des pays qui ont la même règle. La corruption est un phénomène extrêmement difficile à cerner. Si on veut poursuivre la corruption sur la base des règles applicables au droit commun, c'est très, très, très difficile. Je vais vous lire l'exposé des motifs de la loi sur l'enrichissement illicite. Parce que je pense que c'est très important. Voilà ce que dit l'exposé des motifs. Toutefois, si la répression a pu atteindre une grande partie de ses objectifs en ce qui concerne les détournements de deniers publics, elle n'a pu s'exercer efficacement contre la corruption, forme plus insidieuse d'action illicite qui n'apparaît jamais au grand jour. Le corrupteur et le corrompu, unis solidaires, gardent leur secret puisqu'ils sont menacés des mêmes peines. Et pourtant, les signes extérieurs d'une richesse mal acquise ne manquent pas, constituant l'expression choquante d'une inégalité sociale que rien ne vient justifier. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, au terme d'une longue étude, propose la création d'un nouveau délit d'enrichissement illicite. Renversement de la charge de la preuve. D'accord? Parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Moi, je suis un juriste. Effectivement, il y a le principe
Le principe, c'est que celui qui poursuit, qui doit apporter la preuve. En matière de corruption, tout le monde accepte que c'est très difficile parce que les deux personnes concernées ont intérêt à cacher l'existence du délit. Donc, qu'on renverse la charge de la preuve pour cette raison et pour les raisons liées à la gravité de la situation pour notre pays, plus personne ne discute la gravité de l'impact de la corruption sur le développement des pays. Donc qu'on fasse cette atténuation de ce droit-là n'est pas choquant. Et je donne un autre exemple. Dans notre pays, on a le droit douanier qui existe depuis plus de décennies. Vous devez savoir qu'en matière douanière, quand vous faites l'objet de poursuites douanières, que la douane vous présente devant le juge d'instruction, sur la base de son procès verbal, si la douane demande le mandat de dépôt, le juge est obligé. Il a les mains liées. Donc c'est comme si c'est la douane qui jugeait à la place du juge, qui s'en offusque. C'est parce qu'on a estimé à un moment qu'en matière de fraude douanière, la situation est tellement grave qu'il fallait faire une petite entorse aux règles classiques pour pouvoir juguler le phénomène. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines du droit dans lesquels, suivant les circonstances, suivant la gravité de la situation, on prenne quelques restrictions par rapport au principe. C'est le cas de l'enrichissement illicite. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut évaluer la cour de l'enrichissement illicite. Il faut évaluer les règles en matière d'enrichissement illicite, apporter les correctifs qui puissent permettre, par exemple, de régler cette question de double degré de juridiction. Mais l'existence de cette loi, à mon avis, est tout à fait justifiée. Mais au regard de la situation, il faut l'Assemblée nationale pour évaluer justement la CRI, pour permettre qu'il y ait la double juridiction, pour que les gens aussi qui sont entre les mains de la CRI aujourd'hui puissent, quand il y a des décisions qui sont prises, les contester devant notre juridiction. Moi, je ne suis pas contre qu'on évalue cette situation. Je ne suis pas contre. Et de toute façon, il y a quand même aujourd'hui un problème, c'est que ceux qui sont concernés par la CRI, pendant 12 ans, ils étaient là. Ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui les a empêchés d'évaluer la CRI, voire même d'abroger la loi instituant la CRI? Donc aujourd'hui, du point de vue de leur responsabilité en tant que gouvernants, ils ont gravement fauté, puisqu'ils avaient la possibilité de faire ce travail et ils n'ont pas correctement. Mais cela ne doit pas empêcher à ce gouvernement d'aller au-delà de ça aussi. Non, du tout. Non, je le signale juste en passant. Je le signale juste en passant. Le président Macky Sall parle de la mise en place de l'OFNAC, aujourd'hui qui doit, cet organisme, cet office, s'occuper même de ceux qui sont là en ce moment en train de gérer les deniers publics. Et vous êtes convaincu que cet OFNAC peut faire ce travail-là? Il y a eu une bonne amélioration en termes de texte par rapport à l'ancienne structure. La commission de lutte contre la non-transparence et la corruption, il y a eu vraiment des améliorations notables, notamment sur l'autosaisine. Vraiment, c'est une amélioration notable, vraiment très intéressante. Maintenant, vous savez, un texte, c'est un texte. Il y a les qualités intrinsèques du texte, mais aussi il y a les conditions d'application. Je ne peux pas anticiper. Le texte est de texte d'assez bonne qualité, mais il y a deux autres facteurs. Le premier facteur, c'est les conditions d'application. Le troisième facteur, c'est les hommes, parce qu'un texte est appliqué par les hommes. Donc, on peut espérer que ça peut donner des résultats. Même s'il y a des réserves que le Forum civil a soulevées qui sont justifiées. Il y a certains profils qui sont des personnes engagées politiquement dans le parti au pouvoir. Ce n'est pas... il y a un conflit d'intérêts. Je pense que ça n'a pas été une bonne mesure de mettre dans l'OFNAC des personnes qui aujourd'hui sont connues comme des militants du parti au pouvoir. Pour revenir un peu à l'enrichissement illicite au Sénégal, certains demandent que ce ne soit pas seulement que ça ne concerne pas seulement ceux qui étaient au pouvoir. Il y a aussi des Sénégalais qui sont subitement enrichis. Et personne ne sait comment ces personnes sont enrichies. Est-ce que l'éventail, il faut l'étendre aussi à tous les citoyens qui se réveillent un bon jour et qui n'avaient rien, ils se retrouvent dans des situations extraordinaires, qui n'ont jamais hérité ni de leur père, ni de leur maman, qui n'ont jamais été industriels? Ça, c'est un débat. Je pense que c'est très difficile de trancher la question comme ça. On a déjà beaucoup de mal à l'appliquer aux personnes qui sont des personnes politiquement exposées ou des fonctionnaires. Donc c'est déjà, chaque jour suffit sa peine. Déjà, à mon avis, faisons en sorte que cette loi soit bien appliquée de manière très efficace aux personnes concernées, à savoir aux personnes qui ont eu des charges publiques politiquement exposées, ministres, aux fonctionnaires.
Ensuite, on aura le temps de voir. Mais je pense que déjà, faisons en sorte que cette loi puisse avoir l'impact souhaité. Hein, le résultat souhaité auprès des personnes déjà concernées par la loi avant d'envisager de l'étendre. Oui, on parle de déclaration de patrimoine par rapport aux ministres qui doivent prendre fonction. Jusqu'à présent, la loi a été annoncée, mais les Sénégalais ne sont pas au courant. Est-ce que ceux qui prennent fonction aujourd'hui, les fonctionnaires qui doivent les grandes régies financières, ceux qui doivent aujourd'hui gérer les finances publiques, ceux qui sont dans le gouvernement, pour qu'ils fassent la déclaration de patrimoine? Je ne suis pas informé que cette loi est effectivement mise en œuvre. Mais vous savez, Alsan, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un texte, c'est d'abord élaborer le texte, le faire voter à l'Assemblée nationale, mais le plus important, c'est de l'appliquer. Ça nous renvoie toujours à cette question de la volonté politique. La volonté politique, ce n'est pas seulement l'expression d'une volonté ou le fait de faire voter un texte. Ça va plus loin que ça. C'est de s'assurer, après que le texte est voté, que cette volonté est transférée au niveau d'exécution et faire les contrôles appropriés, apporter les correctifs nécessaires. Est-ce que vous êtes convaincu que ce gouvernement-là a cette volonté politique d'appliquer réellement ce qu'il annonce dans les faits? Je ne suis pas totalement convaincu. Pourquoi? Je ne suis pas totalement convaincu parce que j'estime que il suffit de voir un peu les conditions dans lesquelles l'OFNAC a été mise en place. On a voté la loi, mais on a mis un certain temps à désigner les membres, à lui donner son budget. Vous venez d'évoquer le texte concernant la déclaration de patrimoine. Bon, il y a certains indicateurs qui ne sont pas forcément rassurants. Je ne donne pas un jugement définitif. Mais pour l'instant, mon point de vue est assez mitigé. Oui, mais ça concerne même la Commission nationale pour la réforme des institutions. Le président Macky Sall avait déclaré devant tous les Sénégalais qu'il va faire qu'un mandat de 5 ans. La commission est mise en place, ça fait bientôt plus de 2 ans. Les Sénégalais ne sont pas au courant comment elle travaille. Est-ce que cette volonté politique et cette promesse faite aux Sénégalais, parce que la parole donnée est importante au Sénégal, est-ce qu'elle sera appliquée ou pas? Je l'espère. Moi, j'ai donné mon point de vue sur la gestion de la réforme des institutions. J'estime qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place cette commission. Les conclusions des assises étaient assez claires pour que le président puisse faire librement son choix. Maintenant, on a différé pour des raisons que je ne m'explique pas. Je pense que dans l'année de son élection, le président pouvait parfaitement mettre en œuvre toutes les réformes et c'est extrêmement important. C'est très important. C'est très important aujourd'hui de mettre en place des institutions parce que c'est à partir de nouvelles institutions qu'on va à la rupture. On ne peut pas faire la rupture sans les nouvelles institutions. Je donne un exemple aujourd'hui. L'omnipotence du président de la République est une question centrale sur la réforme des institutions. Au Sénégal, le président est l'alpha et l'oméga de tout. Si on veut aller vers une rupture, il faut considérer ça. Les relations entre les différentes institutions. Cette question du mandat, ça, je pense qu'il faut vraiment la traiter puisqu'il n'y a pas de débat dessus. J'espère que le président va le débat qui s'installe dans son cas. Plusieurs reprises, le président a réaffirmé que je ferai que 5 ans. On entend des députés à l'Assemblée nationale de sa majorité disant que si on amène la loi, on ne va pas la voter parce que nous sommes pour qu'il fasse ces 7 ans. Ce sera un indicateur de la volonté réelle, la volonté politique réelle du président de la République. Je pense déjà que le président de la République devrait faire taire toutes ces velléités de remise en question de son engagement de faire un mandat de 5 ans. Ce serait très grave. Et je suis persuadé que les populations ne l'accepteraient pas. Ce serait assimilable à une tromperie politique. Parce que les populations se sont aussi prononcées, parce que le président de la République s'est engagé à faire 5 ans. Je suis très bien placé pour le dire, parce que le jour où le président de la République est venu rendre visite au M23, on était en assemblée générale au Ngor-Diarama. Il a eu une standing ovation quand il a dit je vais faire 5 ans. Et quand il est parti, il y avait un agenda de la réunion qui concernait d'autres choses, l'avenir de M23, je ne me rappelle plus exactement. J'ai pris la parole pour dire aux membres présents à l'Assemblée, chers amis, ce serait inconcevable de continuer cette réunion sur l'agenda prévu. Nous venons d'entendre le candidat Macky Sall. Nous avons tout fait pour empêcher Abdoulaye Wade d'être candidat. Mais on n'a pas réussi. Nous avons tout fait pour qu'il ne soit pas au second tour. Il est au second tour. Il ne nous reste qu'une seule arme, elle s'appelle Macky Sall.
il faut qu'on le soutienne sans état d'âme. C'est là que le M23 a soutenu Macky Sall. Et c'est ce soutien du M23 qui a permis à Macky Sall de fédérer en une semaine tous les autres candidats. Donc remettre en question cet engagement sur les 5 ans, ça les populations ne l'accepteront pas. Et la mise en place de la commission. Et excusez-moi, une indication, vous parliez tout à l'heure du vote des députés. Moi j'invite Monsieur le Président de la République à faire passer les réformes institutionnelles par voie référendaire. Et de toute façon, les députés ont intérêt à se soutenir le 23 juin. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. S'ils veulent aujourd'hui remettre en question cet engagement du président, ils feront face à quelque chose de peut-être même de plus fort que le 23 juin. Ça, j'en suis convaincu. Vous demandez que ça passe par voie référendaire. Certains disent aussi pourquoi pas par la voie législative. Si la majorité est garantie, je n'ai pas de problème. Si les députés prennent l'engagement de voter les réformes dans le sens souhaité par les populations, je n'ai pas de problème. Mais le problème, le mandat de 5 ans, parce que certains disent qu'aujourd'hui, la mise en place de la commission, c'est une façon de retarder l'échéance, de voir comment les choses vont se passer, une tactique politique pour voir aujourd'hui est-ce que les promesses qui ont été faites aux Sénégalais vont dans le bon sens ou pas, et si le gouvernement est confronté à des difficultés pour réaliser les promesses qu'ils ont faites aux Sénégalais, pour voir est-ce qu'il faut faire 7 ans une seule fois, partir, ou bien il faut faire les 5 ans. Ce qui est certain, c'est que cette commission, pour moi, c'est une manœuvre très à droite de M. le Président de la République pour différer la mise en œuvre des réformes, c'est clair. Mais je pense que ce serait très risqué, très risqué pour M. le Président de la République de revenir sur cet engagement. Ce serait très risqué. Sur la situation politique aujourd'hui au Sénégal, on voit l'Assemblée nationale, on voit la coalition Benno Bokk Yakaar, le Parti démocratique sénégalais, mais les Sénégalais ont l'impression qu'il n'y a pas un débat démocratique dans le pays. On est dans une impression d'une gestion manichéenne, les bons, les mauvais. Mais ça, c'est pas nouveau pour Alassane. C'est une caractéristique de la pratique politique dans notre pays. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait la société civile, qu'il y ait d'autres acteurs dans la vie publique, dans la vie sociale. Parce que, effectivement, dans notre pratique politique, on est pour ou on est contre. D'ailleurs, tous les pouvoirs, quand vous ne vous alignez pas, ils vous considèrent comme un adversaire. Il y a quelqu'un qui est très proche de M. le Président de la République, qui d'ailleurs me taxe d'adversaire, parce qu'il me dit oui, on t'entend parler, pour nous on te considère comme un adversaire. Voilà comment il raisonne. Donc quand on est pour, tout ce que le président et son gouvernement fait, c'est bon. Quand on est contre, tout ce que le gouvernement fait et le président, c'est mauvais. C'est totalement irrationnel. Ce n'est pas objectif. On peut être pour le gouvernement, on peut être même engagé, mais être assez lucide et objectif pour attirer l'attention du président ou du gouvernement sur des errements ou sur la nécessité d'apporter des correctifs pour améliorer les choses. On peut être contre et de manière tout à fait objective reconnaître certaines choses qui sont faites, qui sont bonnes, et proposer qu'on les améliore, pour autant qu'on soit mu par l'intérêt des populations. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un problème de démocratie au Sénégal, le fonctionnement du débat démocratique dans ce pays? Mais tout à fait. Mais tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Et le fonctionnement du débat démocratique, mais il y a aussi la responsabilité de beaucoup des autres acteurs. Parce que si l'intelligentsia, les cadres ne participent pas au débat public, mais ça va impacter le fonctionnement du débat démocratique. C'est de la responsabilité de chaque citoyen. Ce n'est pas, les citoyens ne peuvent pas se mettre en spectateur en disant oui, le débat démocratique. Mais le débat démocratique les concerne au premier chef. Nous ne sommes pas dans une démocratie directe, mais nous ne sommes pas non plus dans une démocratie par procuration totale. Nous sommes, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on fasse fonctionner une démocratie, de donner un blanc-seing à des personnes en votant pour eux, et puis de se laver les mains. Il faut rester là vigilant et participer au débat public. Le débat public n'est pas l'affaire des seuls hommes politiques.
Le débat public concerne tous les Sénégalais, concerne tous les citoyens, sur chaque question qu'on évoque. Parce que très souvent, on évoque des questions qui ont des connotations techniques. Mais ce serait crucial, ce serait très intéressant pour les Sénégalais que quand on évoque une question technique, une sommité qui maîtrise la question, qui n'est pas engagée politiquement, donne un avis objectif. Que les Sénégalais ne se trouvent pas devant ce dilemme consistant à soutenir l'avis du gouvernement parce qu'il est favorable au gouvernement ou l'avis de l'opposition parce qu'il est contre le gouvernement, qui est entre les deux une position objective. Donc c'est ça qui fait vivre, c'est pas dit quelque part qui fait respirer une démocratie. À la démission des intellectuels qui ne sont pas dans les débats, qui se calfotent à l'université, qui ne participent pas au débat démocratique. Mais c'est ce que je viens de dire. Participe pas, il n'y a pas de cadre de débat intellectuel. Aujourd'hui, les intellectuels qui s'engagent, très souvent malheureusement, c'est on fait un groupe des intellectuels pour soutenir tel président qui vient d'arriver. Ou des activités de cette nature. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est une affaire, la démocratie participative exige la participation de chaque citoyen en fonction de ses connaissances, en fonction de ses compétences, en fonction de l'expertise. C'est ça qui fait avancer un pays. Un Sénégalais qui s'y connaît dans un domaine, quand il donne son avis objectif, qui peut impacter positivement l'action du gouvernement, mais rend service à ses concitoyens. Et le débat démocratique aussi n'est pas seulement un débat politique. La démocratie, ce n'est pas la politique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Un pays ne fonctionne pas que sur le registre politique ou politicien. Est-ce que le fait aujourd'hui que les intellectuels aient déserté l'espace public ne fait pas qu'aujourd'hui d'autres acteurs, les marabouts, sont aujourd'hui pratiquement au cœur du débat politique? Mais ils sont partie prenante. Ils doivent être dans le cœur du débat public et débat politique. Ils doivent être au cœur, comme les autres intellectuels. Personne ne doit être exclu. Chacun a quelque chose à apporter. Quand vous parlez des marabouts, aujourd'hui les marabouts peuvent être une valeur ajoutée extraordinaire. Ils sont déjà une valeur ajoutée, mais il faut être une valeur ajoutée d'une plus grande qualité encore. Parce que les comportements relèvent d'attitudes des citoyens dans leurs rapports sociaux, d'attitudes des citoyens par rapport à leurs valeurs. Mais tout ça impacte. Quand un citoyen détourne, quand un citoyen est un voleur, mais ça va à l'encontre des valeurs, d'un référentiel moral. Si aujourd'hui nos religieux ont un plaidoyer, un discours qui a un impact sur l'attitude, les comportements des Sénégalais, mais il nous apporte énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fonctionnaire va respecter ses engagements vis-à-vis de l'État en allant à l'heure au travail, en faisant le travail pour lequel il est payé. Parce que son marabout lui dira, tu ne peux pas prendre cet argent si tu ne respectes pas ce pourquoi cet argent t'est payé. Ce fonctionnaire ne volera pas l'argent de l'État parce que son marabout insistera pour qu'il ait une attitude conforme à la morale, en disant l'argent public, on n'y touche pas. Ce religieux, quand son talibé vient une année à pied, et l'année d'après avec une 4x4, il va demander d'où est-ce que tu as sorti ce 4x4. Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour mériter, pour avoir ce 4x4? Elle l'interpellait sur les moyens utilisés. Ouais, c'est pour ça que je dis que tous les acteurs ont un rôle. Les acteurs religieux ont un rôle fondamental. Parce que de leur travail, de leur plaidoyer en direction des citoyens, dépend l'attitude. Aujourd'hui, ça impacte négativement le fonctionnement de notre société. Donc les marabouts ont un rôle, les intellectuels ont un rôle, tout le monde a un rôle. Parce qu'on a entendu la fois dernière le président très agacé en disant les Sénégalais appellent à la rupture, mais quand on va vers la rupture, il y a de résistance. Moi je pense que la rupture ne peut pas fonctionner sur des séquences. C'est-à-dire de temps en temps, on fait une mesure de rupture. Pour moi, la rupture, c'est une vision globale. Et c'est une démarche cohérente, globalement. Parce qu'on ne peut pas de rupture en posant certains actes et voir d'autres actes qui n'ont rien à voir avec la rupture. Si le gouvernement fait des choses qui ne sont pas conformes à la rupture, comment peut-il le lendemain demander au Sénégal d'accepter qu'on aille à la rupture? C'est une question de cohérence. Absolument. Les Sénégalais ne refuseraient certainement pas d'aller à la rupture s'ils voient que tous les jours, le gouvernement s'inscrit dans la rupture. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Par rapport justement au logement qu'on a donné à certains magistrats, le gouvernement a voulu changer les règles du jeu en disant aux magistrats maintenant, puisque vous avez des indemnités de logement, vaut mieux les prendre de payer vos locations. Mais il y a une résistance aujourd'hui. S'il y a cette résistance, ce serait totalement injustifié. Je ne vois pas pourquoi
on ferait un traitement particulier aux magistrats qui sont des fonctionnaires. S'il y a une règle qui s'applique à tous les fonctionnaires, il faut l'appliquer. Il n'y a aucune raison de... On a l'impression que cette question qui a été soulevée, elle est remise pratiquement au placard aujourd'hui. Mais pourquoi la remettre au placard? Mais un gouvernement est là pour prendre des décisions. On ne peut pas, c'est évident, contenter tout le monde. Un gouvernement doit faire preuve d'autorité. On ne peut pas espérer avoir l'accord de tout le monde ou conditionner la mise en œuvre de certaines décisions à l'accord de tout le monde. Le gouvernement doit savoir prendre ses responsabilités, faire preuve d'autorité. Quand la décision est bonne pour l'intérêt général, il faut l'appliquer, même si les personnes ne sont pas contentes. Les Sénégalais posent beaucoup de questions sur certaines nominations par rapport à certains postes de responsabilité. Dans des pays qui sont en Afrique, comme au Rwanda, il y a des postes, par exemple, de régie financière, de la douane et autres, c'est des appels à candidature. Il y a une feuille de route qui est donnée à ces gens-là pour les justifier. D'aujourd'hui, les gens sont nommés, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils sont assez compétents pour être à ces postes-là? Mais vous venez de poser un débat crucial. Ça a été évoqué dans les assises nationales. Rien aujourd'hui ne s'oppose à ce que, pour les responsabilités au niveau de l'État, qu'on fasse des appels à candidature. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que le clientélisme politique est toujours là. Très souvent, les nominations constituent des renvois d'ascenseur. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et un président doit comprendre une chose. Il n'est pas au service des personnes qui l'ont élu, qui ont voté pour lui, ou qui l'ont accompagné dans son action politique. Une fois qu'un président est élu, tous les Sénégalais doivent être à équidistance des opportunités. Ils ne doivent être départagés que par deux critères, la compétence et l'intégrité. Il doit appliquer ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Mais ce n'est même pas un devoir d'ingratitude. Il faut être clair avec les gens quand on s'engage en politique. C'est de leur faire comprendre que la question, c'est quel est le sens de l'engagement politique. Théoriquement, c'est l'intérêt général. Si vous parlez de devoir d'ingratitude, ça veut dire que il faut leur promettre, on considère l'engagement politique comme un engagement intéressé pour ses propres intérêts. Alors que ça devrait être un engagement pour l'intérêt général, c'est-à-dire dans le sens noble de la politique. Dans ce sens-là, si quelqu'un vous accompagne dans la politique, il doit vous accompagner parce qu'il partage la même conviction politique que vous. Pour l'intérêt général. On doit sacraliser l'intérêt général. On ne doit pas sacrifier l'intérêt général. Mais ce qu'on voit au Sénégal, Madame Agui, c'est que la politique est devenue un métier. Des gens qui n'ont pas de travail sont devenus des politiciens professionnels. Mais c'est à ça qu'il faut mettre fin. C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure de rupture. S'il n'y a pas rupture dans ce domaine-là, comment peut-on demander aux populations d'accepter la rupture dans d'autres domaines? On a vu ici des personnes mises à des postes. On a entendu parler d'un instituteur qui a été nommé président de conseil d'administration d'une banque. Vous vous rendez compte? La banque, c'est dans les activités économiques, c'est une des activités les plus complexes, qui fait l'objet d'une régulation. Il faut non seulement connaître le droit commercial, il faut connaître le business, il faut connaître le droit, il faut connaître la législation bancaire, il faut connaître tout le système de régulation. Prends quelqu'un parce que c'est un compagnon politique, on le bombarde président du conseil d'administration d'une banque. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça, c'est de mauvais exemples, c'est de mauvais signaux. Donc la rupture dont on parle, elle est à géométrie variable. La rupture n'est pas au rendez-vous. Je suis désolé, la rupture n'est pas au rendez-vous. Donc le problème qui se pose, il ne faut pas convoquer ponctuellement la rupture quand il s'agit de demander aux populations d'accepter et dans d'autres domaines de ne pas l'appliquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc pour changer les mentalités au Sénégal? Est-ce que l'élite aujourd'hui donne le bon exemple? Ce n'est pas seulement une question d'élite. Parce que l'élite, il y a l'élite politique, il y a l'élite intellectuelle, etc. Je ne sais pas de quelle élite vous parlez. Politique. L'élite politique ne donne pas le bon exemple. C'est évident. Tant que la politique restera une affaire d'intérêt, tant que la politique restera un moyen de promotion sociale, un moyen de promotion personnelle, on ne s'en sortira pas. Il faut une révolution de la culture politique dans notre pays. La culture politique senghorienne, on doit la dépasser. Il faut une autre culture politique qui sacralise l'intérêt général, qui met l'intérêt général au-dessus de tout, qui est fondée sur le désintéressement. Mais est-ce qu'on peut la faire avec cette classe politique aujourd'hui qui est là, qui a traversé pratiquement les 50 ans de dépendance du Sénégal? C'est de la responsabilité des populations et des citoyens. Parce que si
C'est les citoyens. Attendez, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Depuis 50 ans, on constate que ça ne fonctionne pas dans le sens des intérêts des citoyens. Il faut changer cette situation. Mais quand on parle de citoyens, il faut aussi que les citoyens soient avertis, soient aujourd'hui éduqués pour comprendre les enjeux. Mais écoutez, je pense que les citoyens commencent à comprendre. Parce que, écoutez, c'est très simple. On a l'indépendance depuis 1960. Je pense que ce serait d'ailleurs très intéressant que les économistes fassent un exercice. C'est de mettre d'un côté toutes les ressources financières qui ont été mises à la disposition des politiques depuis 1960 et mettre à côté les réalisations. On verrait un gap abyssal. Ça, c'est très instructif. Mais les populations le constatent dans leur vie de tous les jours. Ils continuent à soutenir souvent ces politiciens. Mais écoutez, le problème qui se pose, c'est que si les hommes politiques qui se présentent à eux, mais les hommes politiques aussi ne sont pas dupes. Je vous donne un exemple. Ils font tout pour empêcher d'autres de se présenter devant les électeurs. On a le cas des élections locales. Ils le font déjà pour la présidentielle, en instituant une discrimination au détriment des candidats indépendants. Ils le font pour les élections législatives. Pour les locales, ils verrouillent totalement. Mais avec une conspiration du silence qui est inacceptable. Tous ces hommes politiques qui se disent des démocrates, tous se taisent devant cette injustice et cette violation de notre loi, cette violation de nos engagements internationaux. Mais le président nous l'a dit quand on l'a rencontré sur les concertations, il l'a reconnu. Que les hommes politiques de nous firent. Voilà. Donc ils font tout pour empêcher. C'est pour ça que nous avons lancé le mouvement Silabok, pour inviter les Sénégalais à s'engager dans les élections locales. Parce que c'est là que ça se joue. Aujourd'hui, on fait beaucoup de transferts de compétences aux collectivités locales. C'est un enjeu capital. C'est pour ça que les politiques ne veulent pas que les indépendants s'engagent dans ces élections. Mais il faut y aller. Il faut se battre pour que les... Parce que combien de Sénégalais ont des compétences? Ingénieurs, électroniciens, tous les domaines, qui ne veulent pas entrer dans des partis politiques, mais qui sont prêts à s'engager pour leur localité. De façon citoyenne. De façon citoyenne, pourquoi les en empêcher? Qu'on nous explique, qu'on ne se mure pas dans cette conspiration du silence. Ceux qui sont contre n'ont qu'à l'assumer. Dire aux Sénégalais pourquoi ils sont contre, de toute façon, c'est arrêter la mer avec ses bras. Parce que cette interdiction viole les engagements internationaux du Sénégal. Si l'État du Sénégal ne veut pas changer ça, nous irons jusque devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'on contraigne l'État du Sénégal à modifier ce texte. Voilà. Maître Mamadou Gueye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous. Au revoir.